Bienvenue à cette introduction au monde passionnant de l'allergie. Cette présentation est séparée en 3 capsules. Vous regardez présentement la 3e et dernière d'entre elles. À la fin de celle-ci, vous serez capable de bien identifier et traiter l'anaphylaxie. Bien sûr, si vous n'avez pas regardé les capsules précédentes, je vous suggère fortement de le faire. Donc, quelle est la première étape dans la prise en charge de l'anaphylaxie? Comme vous l'aurez deviné, il s'agit bien sûr de bien l'identifier. En effet, l'anaphylaxie est très souvent sous-diagnostiquée et, par conséquent, elle est aussi malheureusement sous-traitée, ce qui peut avoir des conséquences dramatiques et possiblement fatales. Et oui. Une des raisons de la sous-identification de l'anaphylaxie est la grande quantité de symptômes et de présentations possibles qui peuvent parfois nous dérouter au moment du diagnostic. D'autre part, il est démontré que la majorité d'entre nous avons tendance à attendre l'hypotension afin de confirmer le diagnostic d'anaphylaxie. Il s'agit bien sûr d'une erreur, car l'état de choc n'est pas obligatoire afin de poser le diagnostic d'anaphylaxie et encore moins afin de traiter le patient. Donc, quelle est la définition de l'anaphylaxie? Il s'agit d'une définition un peu particulière qui varie selon le patient qui se trouve devant nous. Nous allons donc discuter de 2 situations possibles. Le patient non connu allergique et le patient connu allergique. En ce qui concerne le patient sans antécédent d'allergie, s'il présente une atteinte cutanée typique ainsi qu'une atteinte cardio-respiratoire, c'est une anaphylaxie. Et cela, peu importe les circonstances d'apparition. Par exemple, vous marchez sur le boulevard Saint-Laurent et vous remarquez une dame assise sur un banc. Son visage est boursouflé. Vous vous arrêtez pour lui prêter assistance et elle vous mentionne qu'elle a de la difficulté à respirer. Quel est le diagnostic de cette patiente? C'est une anaphylaxie. En ce qui concerne le patient ayant des antécédents d'allergie, les critères sont un peu plus permissifs, car le degré de suspicion est un peu plus élevé. Il faut toutefois qu'il y ait eu une exposition potentielle à un allergène dans les heures précédentes. Donc, s'il présente une atteinte de 2 systèmes, soit cutané, soit respiratoire ou soit gastro-intestinal, c'est une anaphylaxie. Ou, encore, s'il présente des signes d'hypotension, c'est une anaphylaxie. Par exemple, vous mangez à la cafétéria et vous remarquez un jeune homme qui revient de la salle de bain avec quelques plaques d'urticaire au visage. Vous l'interpellez et il vous mentionne qu'il vient de vomir. Vous lui demandez s'il est allergique et s'il vient de manger quelque chose. Et il vous répond « Oui, mais je viens de prendre un Benadryl ». Quel est le diagnostic de ce patient? Eh bien, vous l'aurez deviné. C'est une anaphylaxie. En résumé, la première étape dans la prise en charge de l'anaphylaxie est de bien l'identifier. Si le patient présente une anaphylaxie, alors la deuxième étape est d'abord de ne pas paniquer et ensuite d'appliquer le protocole. Le protocole est simple. On cesse l'exposition, on appelle à l'aide, on effectue l'ABC de la réanimation cardiopulmonaire et on injecte l'épinéphrine. L'action de l'épinéphrine est multiple. Elle agit rapidement sur différents récepteurs afin de diminuer l'œdème des muqueuses, d'augmenter la tension artérielle et de diminuer les difficultés respiratoires. Par contre, l'action de l'épinéphrine qui nous intéresse davantage dans l'anaphylaxie est celui de la diminution de l'activité des mastocytes et des basophiles. En effet, une dose appropriée d'épinéphrine, rapidement injectée, stoppera la dégranulation des médiateurs inflammatoires et augmentera du même coup sa propre efficacité au niveau des autres récepteurs. Il est alors compréhensible qu'un délai d'administration de l'épinéphrine dans l'anaphylaxie est un facteur de très mauvais pronostic. La dose d'épinéphrine varie selon le poids et elle peut être répétée au besoin aux 5 à 15 minutes. À l'hôpital, il existe 2 façons d'administrer l'épinéphrine. Je vous suggère fortement d'utiliser la forme intramusculaire. Il s'agit d'une petite fiole, l'absorption est excellente, son efficacité aussi, c'est facile d'administration et il y a un très faible risque d'erreur. La forme intraveineuse est adéquate, mais elle est un peu plus compliquée et donc à plus grand risque d'erreur. Alors ma question rhétorique, pourquoi chercher le trouble? En communauté, c'est bien sûr l'EpiPen qu'il faut utiliser. Son mode d'emploi est simple. Première étape, retirer le cran de sûreté bleu. Deuxième étape, appuyer le bout orange sur l'extérieur de la cuisse jusqu'au déclenchement de l'injecteur
et attendez 10 secondes. Maintenant, pour vous illustrer les erreurs les plus communes dans l'utilisation de l'épipène, je laisse la parole à M. Sénésac le temps d'une diapositive. Ça, c'est l'épipène. Le milieu de l'épipène. C'est par là que tu le pognes. Ça, c'est le bout orange. C'est là que l'aiguille sort. Mais tu mets pas ton doigt là, là. Ça, c'est un gros nom. Un gros nom. C'est pas comme un stylo. Tu niaises pas avec le petit bout. Ça t'aidera pas à sortir l'aiguille, puis au pire, tu vas te piquer le pouce. Pas grave, tu vas me dire, j'ai une faute de doigt. Mais c'est non. Encore là. Ça a pas changé. Pis là, tu l'injectes où? Dans la cuisse, que le monsieur a dit. Que je te vois le John Travolté dans le chest comme dans Pulp Fiction. C'est quoi ça? C'est non! Puis pour les petits motivés qui montent le Mont-Royal le matin, à genoux, avant de prendre ta kombucha pis de bencher 2 fois ton poids, là, pas besoin de te donner un élan pis d'y péter le fémur. T'as juste besoin de l'accoter et de peser gentiment. Ah pis pendant que je suis là, on a-tu le temps de lire les instructions? Oui, monsieur! Ça va te prendre un gros 5 secondes. Pis si t'es tout seul dans le bois avec Jérôme qui vient de se faire piquer par une guêpe pis qui enfle comme Rocky à la fin du 4, ben crée-moi qui va être content que t'aies regardé les 3 images. Comme ça, t'auras pas le pouce endolori, pis Jérôme, ben, il va pouvoir redécouvrir les plaisirs de respirer. Merci, M. Sénésac. Maintenant, qu'arrive-t-il si on est incertain du diagnostic? Eh bien, les critères nous permettent surtout de ne pas manquer une anaphylaxie, car l'important est de ne pas sous-traiter le patient. Donc, dans le doute, on injecte. Il faut comprendre que, bien que l'épinéphrine comporte plusieurs effets secondaires fréquents, les complications sont rares et il n'existe aucune contre-indication absolue à son utilisation. C'est donc un médicament qui, lorsque bien utilisé, comporte beaucoup d'avantages pour peu d'inconvénients. Maintenant, que faut-il faire si les symptômes persistent? Dans un premier temps, avez-vous appelé à l'aide? Et dans un deuxième temps, rappelez-vous que vous pouvez répéter les doses d'épinéphrine aux 5 à 15 minutes. Pour finir, entre 2 doses d'épinéphrine, vous pouvez toujours administrer des antihistaminiques ou des corticostéroïdes. Cette conduite se justifie par le très célèbre argumentaire de peu d'évidence, mais ça ne nuit pas. Ou encore, why not coconut? Et voici la fin de cette introduction. Merci d'avoir écouté et au plaisir de vous rencontrer en personne.